Et donc, je vais donner sur un tout autre sujet. On va changer des Alpes, là, en l'occurrence, la parole à Raphaël pour présenter donc son intervention sur les sites de référence du parc amazonien de Guyane. Bonsoir à ceux que j'ai pas encore vus. En fait, je vais essayer de vous glisser, de vous faire un diaporama, un peu une brève présentation des différents programmes, alors de suivi ou de recherche qu'on met en œuvre et pour quel type de suivi au parc amazonien. Parce que comme on a pu le voir pour l'instant, on a beaucoup parlé de sites sentinelles, de suivi assez protocolé d'espèces, etc. Juste pour commencer un petit peu, vous présenter le parc amazonien pour ceux qui connaissent pas. Un vaste espace, 3,4 millions d'hectares, avec entre 10 et 15 000 habitants, qui sont des communautés pour la plupart autochtones et locales, avec des urgences d'accès à l'électricité, à l'eau potable, etc. Et en même temps, un espace forestier assez bien conservé, mais à la fois menacé. Je ne rentrerai pas dans le détail. On a également de nombreux partenariats avec le monde de la recherche scientifique qui peut être des laboratoires de recherche ou encore tout ce qui est domaine associatif qui est particulièrement actif dans le milieu naturaliste en Guyane. Donc le parc amazonien de Guyane, c'est quoi? Ce sont des patrimoines naturels qui sont à la fois très très bien conservés. On a une forêt, alors on va pas appeler vierge, mais primaire, en très très bon état, qui montre toutefois des traces d'exploration, de vie. Quand on fait des expéditions forestières, on se rend compte qu'il y a finalement pas mal de lieux qu'on croyait non parcourus, etc., qui ont quand même déjà été parcourus. Voilà, on a des masses d'eau qui sont encore en très très bon état, mais on a aussi, et vous en avez déjà entendu parler, des espaces qui sont très très menacés par des activités d'orpaillage illégales, mais aussi parfois par des pratiques nouvelles de chasse ou de pêche qui sont peu compatibles avec du développement durable. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, ce territoire a été parcouru et est toujours parcouru bien avant la mise en place du parc amazonien par des populations autochtones et locales qui, elles, ont des patrimoines culturels qui sont encore très très fortement omniprésents et liés à la nature, mais qui sont aussi en pleine mutation. Donc, établir des sites de référence, sur un territoire comme celui du parc amazonien, c'est un petit peu un challenge parce que pour établir un site de référence, il faut déjà partir d'un état qu'on connaît. Voilà. On a vu dernièrement, on a fait partie en fait du comité de pilotage BEST 3 sur lequel on a travaillé sur la cartographie des services écosystémiques, mais aussi des zones clés de biodiversité. Qu'en fait, pour définir des vraies zones clés de biodiversité telles que la définition le veut, il nous manquait chez nous 80% de la connaissance nécessaire. A priori, on n'est pas les seuls. Je voyais les présentations de nos collègues tout à l'heure. Voilà. Ensuite, que ce soit d'ailleurs pour des patrimoines naturels ou des patrimoines culturels en fait, puisque si vous voulez évaluer l'état de conservation d'un patrimoine culturel, par exemple une langue, la transmission d'un savoir, etc., il faut déjà savoir quel était l'état de ce patrimoine culturel au départ. Donc finalement, ici, vous avez une cartographie donc du parc amazonien de Guyane, et puis avec ce qui a été déjà prospecté pour des inventaires, de la recherche scientifique, etc. Voilà. Et en fait, pour nous, ce qui est devenu site de référence, ça a surtout été des sites où il y avait convergence des intérêts scientifiques. Voilà. Et puis des intérêts évidemment du parc amazonien en termes d'accompagnement au développement, etc. Donc, du coup, de ça, je passe un peu rapidement. On a en gros
trois types de sites. Le premier, je dirais, ce sont des sites qu'on considère des sites de référence pour nous, mais qui sont des sites qui sont en réseau, ou en tout cas qu'on voudrait être en réseau avec d'autres dispositifs qui existent au niveau régional. Je prends l'exemple du mont Itoupé et du mont Galbao, qui sont des sites présentant des forêts tropicales à nuages, donc qui sont présents sur des sommets qui sont très hauts pour nous. Chez nous, c'est 800 mètres. Hein, les sommets les plus hauts sont à 850 sur Bellevue de Linini. Et en fait, on n'est pas encore inscrit dans les réseaux régionaux de suivi des changements climatiques. Mais c'est une volonté à long terme. Donc on a commencé à faire des inventaires naturalistes, par exemple sur le mont Itoupé, depuis 2010. Voilà, on voudrait installer, et on est en train de préparer un projet de station d'accueil, d'installation d'une station d'accueil des scientifiques sur le mont Galbao. Et on espère pouvoir justement à long terme appartenir à ce réseau qui est déjà assez fourni sur tout le littoral guyanais. Se posent évidemment des problèmes d'accès, en fait, parce que pour arriver ici sur le mont Itoupé, c'est uniquement par voie héliportée. Donc ça a posé problème de financement. Quand la moitié finalement de votre budget de l'année est consacré à du transport hélicoptère, pour le reste, vous pouvez pas forcément financer autre chose, quoi. Donc ça pose un problème. Et puis à l'échelle également régionale, on fait partie du réseau DCE de suivi de la qualité des petites masses d'eau. Sachant que ce réseau, en fait, les indices de qualité ont été adaptés cette année. Donc cette année, on commence à avoir un indice finalisé pour les invertébrés aquatiques, et pour les poissons, il n'est pas encore tout à fait adapté. Voilà, mais on fait partie donc du réseau régional de suivi de la qualité des masses d'eau. Donc juste pour modérer, effectivement, le site de référence va être un site de référence. Pourquoi ? Parce qu'il permet de renforcer des dispositifs existants à l'échelle régionale. Mais ce qui se passe sur le mont Itoupé n'est pas forcément significatif de ce qui va se passer ailleurs, mais va apporter une information au réseau. Et puis, ne permet pas, comme je disais, d'extrapoler des mesures directement à d'autres sites, parce que si je prends le cas du mont Itoupé, c'est un endroit qui est très particulier, mais sur lequel on retrouve des espèces qui pourraient être des espèces indicatrices des changements climatiques. À l'échelle d'un territoire, maintenant, on a pas mal d'outils. Un premier qui est un outil SIG du suivi de l'occupation des sols. En fait, ça nous permet d'observer depuis 2005, en fait, les changements d'occupation des sols. En fait, les communautés autochtones et locales ont des pratiques en fait ancestrales de culture d'abattis sur brûlis. Et en fait, avec des jachères qui durent, des rotations d'abattis qui durent à peu près 3 ans. Et en fait, d'avoir une évolution et de pouvoir faire de la modélisation comme ça permet d'apporter aussi des informations, pas finalement qu'à la recherche scientifique, mais aussi aux communes, pour l'élaboration, par exemple, de leur PLU à la région, pour le schéma d'aménagement régional, etc. Ensuite, de façon permanente, Adrien l'a évoqué tout à l'heure, on suit la turbidité d'une centaine de points d'eau pour participer au réseau de surveillance en fait de l'orpaillage illégal. Donc on fait des campagnes régulières sur certains fleuves, voilà. Et puis à l'échelle donc du territoire toujours, le comptage, donc le suivi des pratiques ou des non-pratiques de chasse sur un territoire. Donc on suit en fait l'abondance de gibier en zone chassée et non chassée. Et en fait, là, même problématique que tout à l'heure finalement, un ICA qui va être mené en zone chassée ou en zone non chassée, mettons, qui ne sera pas dans le même habitat, ne va pas donner les mêmes densités de gibier. Donc en fait, il faudra là aussi être assez
prudent quant à l'interprétation de certaines données. Et puis, de même, quand on va mener un ICA en zone chassée, les pratiques des communautés amérindiennes ne seront pas les mêmes que les pratiques des communautés Bushinangé. De même, la distance à la ville, en gros, la plus proche, ne va pas du tout, enfin, va influencer différemment les pratiques de chasse. Donc, tout ça pour dire qu'on peut avoir des tendances à l'échelle d'un territoire ou d'un bassin de vie, mais ce ne sera pas forcément révélateur de ce qui se passe à une échelle, à l'échelle du parc. Et puis, on participe aussi à ce protocole national de stock, EPS. On fait aussi le suivi des loutres, qui sont des bons indicateurs en fait de l'état des cours d'eau quand il y a des cris qui ont subi de leur paillage. Le suivi de l'Astrocarium minus, qui est une espèce protégée mondialement. On a découvert dernièrement une nouvelle colonie de hérons agami à Elae. Je crois que ça doit être la plus grosse d'Amérique du Sud. Voilà. Et puis, de façon régulière, en fait, on est engagé dans des grosses études sur les pratiques de chasse, de pêche et leurs impacts sur les milieux. Donc ça, ce sont des études qui sont menées de façon participative avec les différentes communautés. Et puis là, on devrait s'engager dans le suivi de la tortue podocnémide sur les différents fleuves de Guyane. Voilà. Et puis, la troisième échelle dont je vous parlais, en fait, là, on ne va pas considérer qu'on est sur des sites de référence à proprement parler, mais par contre, sur des sites sur lesquels on mène des projets pilotes. Et ça, c'est surtout valable en fait sur le suivi des patrimoines culturels. Par exemple, le parc accompagne de nombreux ateliers de transmission d'artisanat traditionnel, donc de la vannerie, le filage du coton, la construction des carbets, etc. Par exemple le biais d'animation périscolaire ou encore de classes entièrement dédiées à de l'artisanat. Alors ce sont des classes au collège où par exemple on fait venir des maîtres vanniers, des personnes qu'on connaît pour avoir des connaissances en construction et qui eux décident de la façon dont ils veulent transmettre. Je prends un exemple, la personne sur le YAPOC qui dirige les ateliers de construction de carbet a dit « je ne transmets qu'à des garçons ». Pas de filles dans ma classe, voilà, parce que voilà. Et pour la vannerie, c'est pareil. La vannerie, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un artisanat uniquement masculin, et donc en fait, les artisans vanniers transmettent aux hommes, enfin aux jeunes hommes, et pas aux femmes. Donc voilà. En filigrane, nous, ce que ça nous permet de faire, c'est non seulement, on facilite, on accompagne la transmission des savoirs qui a tendance à se perdre. Hein, ce sont les anciens eux-mêmes qui nous le disent. Ça permet d'observer, comment finalement la circulation des savoirs s'adapte à cette nouvelle façon de transmettre. Et puis, encore une fois, ce sont des observations qui vont être valables seulement à l'échelle d'une communauté. Cependant, la méthodologie est réplicable. Si on accompagne une classe d'artisanat dans l'Est, on peut aussi proposer la même chose dans l'Ouest. Voilà. Encore une fois, souvent, ces initiatives, ces classes, elles sont mises en œuvre surtout par la volonté en fait des personnes qui habitent le territoire. Et donc c'est ça qui est intéressant parce que eux-mêmes créent leur propre façon de transmettre. Et puis on a des études effectivement purement recherche scientifique qui elles sont par exemple des études d'ethnobotanique, de toponymie. Adrien l'a cité tout à l'heure, tout ce qui est agrobiodiversité. Donc voilà, on va dans les abatis avec les femmes qui plantent, elles, et qui recensent... oui, ce sont pas les hommes, ce sont les femmes. Et donc, qui elles, nous indiquent les différentes variétés de manioc, etc. Et tout ça est retransmis après lors de réunions élargies ouvertes. Identification des bonnes pratiques de la communauté par la communauté. Ça, c'est un projet qui est inter-Guyane, donc Suriname, Guyana, Guyane. Et puis, ça permet en fait d'affiner le diagnostic d'état des patrimoines culturels pour ensuite, en termes d'action, être plus pertinent.
quasiment fini. Donc, en conclusion, site de référence, bon, on essaye de se caler dedans. Dépend finalement, la référence dépend de l'échelle d'observation et du type de patrimoine. Ce qu'on peut dire, et qui est toujours le cas, c'est que pour l'instant, on a des connaissances qui sont relativement lacunaires de l'état des patrimoines naturels et culturels. Du coup, on essaye de mettre des priorisations sur ce qu'il faudrait suivre, comment le suivre, etc. Ce qui est par moments assez difficile. Par contre, ce qui est d'une grande richesse, c'est que finalement, on a toujours des approches transversales. Même quand on va aller, par exemple, sur le mont Itoupé, qui excite beaucoup les botanistes, écologues et autres, finalement, les archéologues se trouvent être aussi intéressés. Et puis, on a une mémoire très très vive qui existe dans les communautés autochtones de ces lieux-là. Voilà. Et puis, évidemment, le parc amazonien reste un espace à enjeu qui permet d'effectuer des suivis de façon innovante. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, et puis essayer de mettre en place aussi des projets pluridisciplinaires assez originaux. Juste pour vous donner une idée, on est à peu près 90 au parc amazonien, donc on a 4 TP et demi qui sont vraiment dédiés au programme scientifique et au programme en écologie. Et en fait, on a quand même par année 10 ou 15 ETP qui en fait vont être directement impactés par ces activités de recherche, les piroguiers par exemple, les moniteurs forestiers, etc. Et puis en termes de diversité de partenaires de recherche, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des bureaux d'études, il y a des associations, il y a quasiment tous les organismes de recherche scientifique qui sont présents sur le territoire, qui ont plus ou moins, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'écologie, etc., des contacts avec nous. Et on assure en fait une grosse mission finalement de médiation, mais on en reparlera demain, entre la communauté scientifique et les communautés de l'intérieur. Voilà, en espérant que je ne vous ai pas trop ennuyé. Merci.